On va avoir une après-midi divisée en deux séquences. La première séquence, c'est, je dirais, on pourrait l'intituler sur le thème comment on se comporte, quelle impression on a de fait de pouvoir collaborer à l'ADI et travailler à l'ADI. Et pour ça, on va vous présenter deux présentations. Une présentation qui s'appelle, alors qui concerne plus les salariés, qui s'appelle donc le baromètre de satisfaction professionnelle, dit pour les initiés le BSP. Et le deuxième volet sera plus les retours de l'enquête bénévole qui a été aussi réalisée en fin d'année, l'année dernière, pour donc avoir un peu un panorama de voilà, les forces vives, les forces vives de l'ADI, comment elles se retrouvent et qu'est-ce qu'elles pensent de l'organisation et du cadre qu'on a co-construit ensemble. Ça sera donc la première partie de l'après-midi. Et puis la deuxième partie, on va plus la passer sur le plan stratégique. Et notamment, on va vous présenter les quelques directions qu'on a prises, en tout cas pour la première vague du plan stratégique au niveau de la direction régionale. Donc pas forcément dans les territoires, mais au niveau de l'ADR. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de problématiques, notamment d'ateliers, d'idées et de leviers qu'il faut creuser. Et là, on va vous les soumettre et on va vous demander de travailler en atelier sur le sujet. Alors, je vais démarrer avec le baromètre de satisfaction professionnelle. Alors, on est donc enquête qui a eu lieu. Alors, il faut que tu passes les vues parce que je n'ai pas toutes les dates en tête. Hop. Donc, pour les salariés, c'était, vous vous souvenez, un questionnaire en ligne qui est passé en fin d'année dernière avec donc 507 collaborateurs qui ont été interrogés. Et puis la période, c'était donc du 16 novembre au 1er décembre 2017 avec 66, alors c'est inscrit, hein, donc j'invente rien, 66 questions. Donc, on va vous expliquer un petit peu quelle a été la méthode de construction et les résultats. Alors, sur la méthode de construction, en fait, vous avez donc, sur chaque question, on mesure le pourcentage des gens qui sont tout à fait d'accord, assez d'accord, pas entièrement d'accord et pas du tout d'accord. Et après, on note, donc le maximum de tout à fait d'accord, c'est plus 100, et le maximum de pas du tout d'accord, c'est moins 100. Ce qui fait qu'après, quand on fait l'addition de l'ensemble, on se retrouve effectivement avec une note qui pourrait être positive, enfin, vous verrez là, qui est plutôt très souvent positive, mais qui mécaniquement pourrait tout à fait être négative. Donc voilà un peu le principe, le principe de calcul, en considérant, alors, on a une participation de 75%, et quand on regarde les évolutions de la précédente enquête qui avait été faite en 2015, me semble-t-il, par rapport à 2007, on considère qu'il y a un écart significatif si la note à la même question, elle a varié de plus de 10 points. Si la variation est inférieure à 10 points, on estime qu'on est plutôt dans de la stabilité. Alors, on vous a mis le profil des répondants. Alors, ces enquêtes, elles existent, oui, on n'en a pas fait. En fait, elles sont annuelles, sauf en 2016, on n'en a pas fait. Donc, on en est à la quatrième série, avec un taux de réponse de 75% à chaque fois. Enfin, 82% la première année, 70% l'année 2, puis après, on est remonté à 75%. Ce qui fait que globalement, on a à peu près 3 salariés sur 4 qui répondent à ce baromètre. Alors, la note de satisfaction globale. Donc c'était la dernière question. Hein. Alors, je sais pas, on commence par la dernière, hein, la question 66. Je suis satisfait de travailler à l'ADI, c'était l'affirmation. Finalement, là où on est plutôt, on peut se satisfaire, c'est que quand on additionne les plutôt d'accord et les tout à fait d'accord, on arrive à 90% des personnes qui sont globalement satisfaites de travailler à l'ADI. Et vous avez
dans la colonne, sur la colonne de droite, différentes cohortes. Donc le réseau métropole, donc ce qui nous concerne, on est à 90%. Et puis finalement une assez grande homogénéité, quelle que soit la cohorte qu'on prend, puisque l'item le plus bas, c'est 85% sur l'outre-mer, et le plus haut, c'est 95% du côté des managers. Donc du coup, la moyenne, donc, la moyenne globale sur l'ensemble des questions s'établit comme ça. C'est la transcription du tableau d'avant, où on voit que finalement, même si sur l'outre-mer, le taux global de satisfaction est de 85%, il est en forte augmentation par rapport à la dernière enquête, puisqu'il est à plus 22% d'augmentation. Et idem, on retrouve la même chose sur les conseillers ADI, puisque quand on a la variation par rapport à l'enquête d'avant, c'est ce que je vous disais, quand on est à plus 10, on considère qu'il y a vraiment eu un gap de progression. Et quand on est sur une zone comprise entre 0 et 10, il n'y a pas de gap de progression. Alors, par thème. Donc par thème, toujours donc le score sur la colonne de droite en vert, c'est l'addition des tout à fait d'accord, 31%, 46, plus 16, moins, etc. Et l'écart par rapport à 2015. Donc, si on prend mon travail au quotidien, on est sur du 77%. Les relations avec mon manager direct. Alors, là-bas, mon travail au quotidien, ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a quand même une très très grosse augmentation, puisque on n'est pas à 10, mais on est à plus 9 par rapport à la dernière enquête. Les relations avec mon manager direct, là, on considère qu'il y a eu une amélioration notable, puisqu'on est à 42, et avec une variation de 10, ça veut dire que la dernière fois, le résultat sur cette question était de 32. Après, l'évolution professionnelle reste effectivement relativement faible. La formation et la communication, ma perception de l'ADI, l'avenir. Et ce qui est aussi assez intéressant de noter sur l'avenir, puisque sur l'avenir, on est à plus 11 points par rapport à l'enquête de 2015. Donc ça veut dire qu'on a effectivement des équipes salariées qui ont plutôt, en tout cas sur lesquelles qui regagnent de la confiance par rapport à l'avenir, notamment, enfin l'avenir professionnel à l'ADI. Voilà pour le score moyen. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est aujourd'hui, c'est de regarder les 10 critères. Jean-Marc, on aura l'occasion, nous, de commenter les choses ou pas? Ouais. D'accord, merci. On va faire cette vue-là et après, j'attendrai vos réactions. C'est une bonne initiative. Sur les critères les mieux évalués, donc un très gros satisfecit sur le télétravail. Mise en place du télétravail, 72%, 62, 62 points. Je suis très satisfait des moyens informatiques mis à ma disposition, 61. Je suis fier de travailler à l'ADI, 59. L'ambiance de travail est agréable. Les missions qui me sont confiées sont intéressantes, plus d'une personne sur deux. Mon manager direct est disponible pour m'aider quand c'est nécessaire. Les échanges avec les bénévoles se passent bien. Je suis bien informé sur les résultats de l'ADI, j'ai confiance sur l'avenir et mon manager direct est à mon écoute. Voilà donc les 10 critères les mieux évalués. Les critères les moins bien évalués, parce qu'il y a aussi des choses un petit peu qui grattent. Alors, dans ce qui a été pointé, la difficulté d'échanger avec ce qui se passe dans d'autres directions régionales. La charge de travail, la connaissance ou la notoriété de l'association, le temps nécessaire pour réaliser son travail, l'ADI met en œuvre des actions pour le bien-être de ses salariés, je suis informé sur l'activité des autres directions régionales, l'ADI a un rayonnement international, les possibilités d'évolution professionnelle,
le fait d'être près de mobilité géographique et la rémunération globale. Donc en bleu, tout ce qui effectivement remporte un peu l'adhésion, et en orange, tout ce qui pose un peu problème, puisque dans le classement en fait, des 66 items, on a pris les 10 meilleurs qui sont en bleu et les 10 moins bons, moins bien notés qui sont en orange. Voilà déjà pour cette première phase. Du coup, Jérôme, tu avais une question, c'est ça? Où est-ce qu'il est, Jérôme? Oui, oui. Moi, je me dis, on fait tous les ans des questionnaires, on répond tous les ans aux questions. Est-ce qu'il y a des actions, alors de la part de la direction ou des instances qu'on pointe, par exemple les ressources humaines, quand on dit qu'on n'est pas content des ressources humaines, puis finalement ça évolue pas tant que ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place ou pas? Enfin, c'est ce qu'on pourrait se poser comme question. Alors, oui, alors d'abord, enfin, je n'ai pas vu de question où on écrit on n'est pas content des ressources humaines, mais vas-y. L'évolution professionnelle, la formation, la rémunération, finalement, on est sur une note pas très bonne, hein, on est à 5. A priori, c'est là où se posent des questions les salariés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place? Est-ce qu'il y a des groupes de travail qui sont mis en place? Au-delà de l'affrontement qu'il peut y avoir entre la direction des ressources humaines et les représentants du CE tous les ans sur les évolutions, mais est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place ou est-ce qu'on y pense? Alors, je pense que bon, j'ai pas les chiffres ici, mais en tout cas, en effort de formation, les journées de formation, le nombre de journées de formation qui sont faites par qui sont organisées par les ressources humaines, je vous ai tous appelés régulièrement à venir participer à des formations. C'est quand même des choses qui sont assez fréquentes. Après, les deux autres thèmes hein, sur l'évolution professionnelle. Une des difficultés, elle a dit, en termes d'évolution professionnelle, ce qui se pose, c'est la question de la mobilité géographique. Très clairement, et pour des raisons parfaitement compréhensibles. Et d'ailleurs, c'est un peu un phénomène un peu général, mais l'évolution professionnelle, à part les salariés qui habitent en Île-de-France, une évolution professionnelle souvent entraîne une mobilité géographique. Et ça peut être compliqué au niveau des salariés, effectivement, de pouvoir gérer de pouvoir gérer une mobilité géographique dans le cadre d'une évolution professionnelle. Donc ça, je pense que c'est un peu inhérent. Si on est avec un conjoint qui travaille, que l'autre conjoint puisse retrouver aussi un autre job de l'autre côté, tous ces sujets-là, effectivement, ils sont inhérents aussi structurellement au fait que vous soyez qu'on est, parce que je suis aussi concerné, on est dans un réseau qui est en province, et donc la mobilité, elle se fait pas. C'est beaucoup plus facile. On comprenait assez facilement que c'est beaucoup plus facile quand on travaille à la DR Île-de-France, je sais pas moi, d'avoir une évolution professionnelle vers le siège ou inversement, puisque ça n'entraîne pas une mobilité géographique à gérer derrière. Après, sur la rémunération, oui, alors moi, sur la rémunération, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas de comparaison, j'ai pas fait de benchmarking très précis sur les rémunérations de postes équivalents, mais je suis pas sûr qu'on soit si mal placé que ça si on prend d'autres organismes hein, qui travaillent sur le conseil ou qui travaillent sur le conseil en entreprise, qui font que on soit assez mal placé. Après, il y a des dispositifs de primes qui se sont mis en place. Je pense que sur la rémunération, il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur le salaire. Parce qu'au-delà du salaire, il y a aussi de l'intéressement qui tombe, il y a des tickets restaurants, il y a la mutuelle, enfin, il y a tous ces aspects-là qu'il faut un peu plus globaliser. Mais sur le fond, enfin, moi je ne suis pas tellement surpris que sur un système associatif, l'engagement qui font que les gens vont sur ce système associatif, c'est pas la priorité, c'est pas uniquement, c'est pas de cibler la haute rémunération, parce qu'effectivement, sinon, enfin, je veux dire, on n'est pas en capacité de servir ces rémunérations. Alors, ton micro, parce qu'on t'entend pas. Moi, je peux le voir, mais il y a des gens du siège qui sont détachés maintenant une fois par semaine comment dire, sur des antennes. Moi, j'ai David Bousseau du siège qui est tous les vendredis à mon antenne aussi. Ouais.
Donc c'est des choses qui peuvent peut-être se proposer ou se penser pour d'autres... Alors oui. Alors ce sujet-là, moi j'appelle pas ça de la mobilité professionnelle. C'est du télétravail plus que de la mobilité professionnelle. Après, le télétravail, ça a été quelque chose qui a été mis en place par la DRH parce qu'il y avait ces besoins de mobilité de pouvoir travailler en dehors de son lieu de travail habituel qui a été mis en place et qui visiblement a été plébiscité puisqu'on c'est dans les critères, les tops, cette possibilité de faire du télétravail qui a été mise en place. Aujourd'hui, notamment sur les offres d'emploi, il y a une grosse transparence qui se joue sur l'intranet qui permet effectivement de postuler et de pouvoir évoluer professionnellement. Mais moi, je suis assez conscient qu'effectivement, un conseiller qui se trouve dans un département où il est seul sur son antenne et qui souhaite une évolution professionnelle, s'il n'accepte pas de quitter son lieu géographique où il est, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Oui, d'autres. Oui, mais c'est compliqué à quel niveau? Julie, mets ton micro et c'est compliqué à quel niveau? Ben, je ne sais pas. Je demande. Non, mais je veux dire, il y a des choses très intéressantes qui se passent et des postes de conseillers aussi qui se libèrent dans d'autres territoires, d'autres départements, même en dehors de la direction régionale, mais ça peut être effectivement compliqué pour des raisons personnelles, pas pour des raisons de fait de pouvoir effectivement organiser une mobilité. Hein. Ça, c'est très très clair. On continue, Jérôme? Alors, les meilleures évolutions. Dans les meilleures évolutions, la question 57 qui portait sur l'ADI se donne les moyens du passage au numérique, a été pour vous la meilleure évolution de l'ADI sur ces 2 dernières années. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait sur le numérique, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi bien en direction de nos clients que sur les systèmes d'information, la GED, tous ces systèmes-là, font que, en tout cas, c'est un effort qui a été reconnu comme étant les plus gros efforts et d'une meilleure évolution qu'a connue l'ADI d'ici les 2 dernières années. L'ADI met tout en œuvre pour garantir la qualité du service rendu à ses clients. Je pense que c'est plutôt assez encourageant de voir que vous vous retrouvez dans cette affirmation et comme étant une véritable évolution. Donc ça, je pense que c'est aussi un sujet qui nous sont à cœur. Les orientations de l'ADI vont dans le bon sens, c'est-à-dire que globalement, il y a une adhésion au projet de l'ADI. Les formations, en tout cas, c'est ce que vous avez écrit dans les meilleures évolutions, c'est quand même une grosse amélioration du système de formation, puisque vous êtes dans les meilleures évolutions. Pour vous, il y a cette formation dont je bénéficie, contribue au développement de mes compétences. Plus secondairement, ce travail d'évaluation, entretien annuel d'évaluation, qui font effectivement une espèce de moment de passage devant son manager pour se dire ce qui va bien, de ce qui ne va pas. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous a bien fait évoluer et je peux vous le dire, il y a beaucoup de structures qui n'ont pas cette rigueur d'entretien annuel d'évaluation qui permet effectivement à un moment donné de se repositionner et de pouvoir mieux monter en compétences ou envisager une mobilité. Le travail en équipe, l'efficacité du travail en équipe, une grosse satisfaction sur les moyens informatiques. Donc c'est aussi un sujet parce que je n'ai pas les chiffres, mais je sais que sur les 3-4 dernières années, les investissements en informatique ont été considérables. Hein. Enfin, ça a été même une volonté stratégique d'investir très très lourdement. Et même, je crois que même on a pris sur nos réserves. Hein. Ça a été des projets associatifs qui ont fait qu'on a pu investir lourdement là-dessus. L'écoute du manager, la capacité d'innovation de l'association. Voilà, et la reconnaissance du travail qui reste dans les meilleures évolutions, même si elle reste encore en queue de peloton des meilleures évolutions.
Alors, là, c'est un peu plus compliqué à comprendre. En fait, on a fait le cabinet qui a réalisé cette étude, qui s'appelle Énergie, a fait un benchmark. C'est-à-dire qu'en fait, il a comparé par rapport aux autres entreprises qui sont sur des secteurs de travail, des secteurs d'activité un petit peu analogues, où est-ce que nous, on était meilleurs que je dirais le reste de leur stock ou de leur vivier ou de leur cohorte, et où est-ce qu'on était les moins bons. Alors, 35%, c'est en fait c'est le pourcentage de critères où on est meilleur que ce que le cabinet énergie a dans ses cohortes et dans ses stocks, dans ses réserves. Donc, satisfaction sur les moyens, bien informé sur les résultats de l'ADI, association innovante, favorise la mobilité interne de ses salariés. Ce qui n'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit avant, mais d'un autre côté, on sent une frustration qui est de dire qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place une mobilité professionnelle à l'ADI. On n'est pas forcément satisfait à titre individuel, mais n'empêche que quand on regarde par rapport à ce qui se benchmark ailleurs, on est plutôt meilleur que les autres. J'ai confiance en l'avenir de l'ADI, coopération siège-réseau efficace, information sur la politique RH, les missions qui me sont confiées sont intéressantes. Mon manager définit clairement les objectifs. Mon manager direct est disponible. Donc ça, c'est des sujets qu'on a déjà vus, mais quand on les benchmark avec ce qui se fait ailleurs, on est plutôt sur le haut du panier. Là, on est plutôt moins bon que sur le reste du panier. Donc c'est dans 24% des questions. Les questions posées à un autre échantillon qu'ont posé d'autres entreprises, on se retrouve plutôt en moins bonne position. On peut facilement faire remonter de l'information de terrain. Ma rémunération globale est satisfaisante au regard du poste que j'occupe. Là, on voit qu'on est très clairement donc en retrait par rapport effectivement à l'autre volet de satisfaction des autres entreprises, de ce qui se passe dans les autres entreprises. J'ai les moyens d'assurer pleinement ma fonction de manager. Je suis bien informé sur l'activité des autres entités, les possibilités d'évolution professionnelle. Ce qui est un peu en contradiction avec une note qui était non, oui, l'ADI favorise. Voilà. Donc là, il y a cet écart. Effectivement, il y a certainement des choses à creuser, des explications à trouver. Voilà, c'est ça. En gros, c'est un peu, voilà, l'idée c'est un peu ça. Ouais. L'ADI me donne une vision claire de ce qu'elle attend de moi en tant que manager. Les avantages sociaux, etc. sont satisfaisants. Ma charge de travail est acceptable. Donc tout ça, voilà. Ce sont les écarts par rapport à la base de données du cabinet énergie. Ce sont les écarts qui nous desservent par rapport à ce qu'on peut trouver dans la moyenne de l'échantillon d'énergie. Alors, suite à ça, on a introduit des nouvelles questions. Alors, nouvelles questions qui vont nous permettre de faire la transition avec la présentation de l'étude d'après, notamment. Mais en gros, le travail en équipe intégrée permet de développer mes compétences. On est plutôt encore, alors on est sur le moyenne nationale, mais on est à 66%, donc en fait plus de la moitié des gens pensent qu'effectivement, bien plus que la moitié, ça sert à quelque chose. Le travail en équipe intégrée permet le développement de mon portefeuille. Moi, je pense que si on serriait, peut-être que si on serriait les résultats direction régionale par direction régionale, on aurait des résultats plus contrastés en fonction du développement des équipes intégrées, en fonction des territoires, hein, qui est quand même très diverse. Mais voilà, en tout cas déjà, globalement, un premier niveau de satisfaction. Alors, donc, toujours sur les nouvelles questions. Donc, c'est là où c'est un petit peu contradictoire, c'est que l'ADI favorise la mobilité interne de ses salariés. Vous êtes quasiment 70% à penser que oui. Mais quand on vous pose la question individuellement, vous pensez que vous n'êtes pas concerné. Et la question d'après parle un peu d'elle-même, c'est que je suis prêt à faire une mobilité géographique. Là, on tombe sous moins de la moitié. Moins de la moitié des gens sont prêts à avoir une évolution professionnelle, mais sans mobilité, mais ne souhaitent pas avoir une mobilité géographique.
Les avantages sociaux sont plutôt bien appréciés. Donc, compte épargne-temps, mutuelle, transport, etc. Puisqu'on est 75% à penser ça. La conception du nouveau plan stratégique a été réalisée de façon participative. Là, c'est assez plébiscité puisqu'on a 75% des gens qui pensent que oui, qu'effectivement, dans la façon dont on a construit le plan, il y a eu une vraie participation. Le travail en équipe intégrée permet d'assurer les missions de l'ADI. Là aussi, un vrai plébiscite, hein, puisqu'on est à quasiment 80% des gens qui pensent qu'effectivement, le secret de fabrication, la marque de fabrique de l'ADI, c'est ça. Et ce que je perçois de l'avenir de l'ADI me donne envie de m'investir pour contribuer à son succès. Nous sommes plus de 80% à avoir répondu favorablement à cette affirmation. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à ça? Ce sont vos réponses. Hein, je vais pas... Alors, ma perception de l'ADI, en bleu, c'est le résultat 2017, en blanc, c'est les résultats 2015. Avec donc la responsabilisation et l'autonomie qui arrivent largement en tête, avec 56%, quasiment le même score que l'année dernière, que la dernière enquête, puisque c'était 57, c'était ça? Non, 59. 59. L'implication sociétale, où effectivement, c'est là où on voit que il y a une implication des conseillers et des salariés dans l'association parce qu'on a notamment un objet, des objectifs qui font sens. Et puis la mission de développer l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Donc je dirais les missions qui considèrent un peu au cœur du métier, au cœur de ce qui fait l'ADN de l'ADI, on a quand même une grosse majorité de salariés à y adhérer. Après, on est plus sur des éléments, comment dire, périphériques, hein, la convivialité et l'ambiance, l'éthique, c'est sûr que ça y participe, la possibilité d'acquérir des compétences diverses, le professionnalisme de chacun, le respect de chaque individu, la possibilité d'être créatif et innovant, l'efficacité économique, la mission de développer le microcrédit, la reconnaissance du travail effectué, les possibilités d'évolution. Donc voilà un peu aujourd'hui les perceptions qu'on a de notre fonction et de nos métiers à l'ADI. Voilà. Du coup, avant de faire un peu une synthèse, est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des interrogations là-dessus? Juste, Jean-Marc, pour compléter, je vois Jérôme qui hausse les épaules, juste pour dire que effectivement, ce type d'enquêtes qui sont menées, donc là on a vu pour la 4e fois consécutive, c'est un outil au service d'une politique RH. C'est-à-dire que l'intérêt n'est pas juste de constater un niveau d'adhésion ou de réponse à chacune des questions, c'est bien justement de guider la politique RH derrière. Donc ça ne veut pas dire qu'on a systématiquement la réponse à tout. Et qu'on est en capacité de faire lever tous les obstacles. Mais c'est bien l'objectif poursuivi par la direction des ressources humaines quand il mène ce type de travail de baromètre, de derrière mettre en place des actions qui permettent de faire améliorer certains leviers. Je prends pour exemple la création du télétravail en fait, qui a émergé après le baromètre de satisfaction professionnelle de 2013, où là on voit qu'il y a beaucoup de progression sur la relation au manager direct, qui étaient des items qui étaient mal notés dans le dernier baromètre de satisfaction professionnelle. Or il y a depuis 2 ans un gros plan d'action qui a été mené conjointement par la direction des ressources humaines et la direction du réseau pour accompagner la montée en compétences managériale, mais aussi technique des encadrants de proximité. Et donc on espère que ces bons résultats aujourd'hui sur les managers directs sont aussi le fruit de ce qui a été mis en place depuis 2 ans. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on va passer sur un rythme d'enquête seulement tous les 2 ans, justement pour se laisser le temps derrière de mettre en place des actions et d'en voir les effets, plutôt que de mesurer tous les ans où on court après le temps en permanence. Voilà. Je voulais apporter cet éclairage. Oui, parce que si on en retire un peu les éléments de synthèse sur l'enquête, c'est que, bon, aujourd'hui, le gros point de satisfaction, c'est qu'effectivement, à peu près 90% des salariés sont satisfaits de travailler à l'ADI, avec notamment une progression de traits satisfaisants qui progressent. Et puis,
des choses, des choses assez positives. Après, il y a aussi des points d'amélioration qui restent à travailler, hein, notamment la charge de travail ressentie comme forte, et puis donc il manque de temps qui estime en tout cas pour certains salariés que ça remet en cause la qualité de leur travail. Et puis un rythme de travail qui est des fois un petit peu jugé en déséquilibre avec les leviers de la rétribution, hein, et de la rémunération. Donc ça, c'est effectivement des sujets sur lesquels il va falloir qu'on s'attelle. Euh, dans les autres points positifs, il y a quand même ce point d'ancrage assez solide qui est la qualité des relations interpersonnelles appréciées, une bonne ambiance de travail. Et puis, dans les autres points positifs, c'est que c'est quand même l'ADI finalement qui est perçu comme étant agile dans sa capacité à s'adapter. Notamment, on l'a revu à travers les questions sur l'informatisation, la digitalisation. Une adhésion retrouvée dans la stratégie, puisqu'effectivement, sur l'enquête 2015, il y avait quand même un certain nombre d'inquiétudes ou d'interrogations sur la stratégie de l'ADI et sur la capacité aux équipes dirigeantes à mener cette stratégie. Et aujourd'hui, on voit bien que cette adhésion elle a été retrouvée à travers les différents items de l'enquête. Après, les deux questions qui restent à poser, et puis vous les avez pointées, notamment, c'est la notoriété de l'association. Comment mieux faire connaître l'association pour pouvoir augmenter sa capacité d'intervention. Et puis, il y a le rayonnement à l'international, qui sont aussi des sujets qui sont un peu encore en état un peu d'ébauche. Voilà un peu, voilà moi ce que je voulais dire sur l'enquête salariée. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des réactions là-dessus? Qui c'est qui sonne là, comme ça, là? C'est les bénévoles de qui, ça? Il y a une formation dans les Landes à éteindre le téléphone portable. Hein. Oui, Jean-Christophe. Oui, j'ai été distrait où il n'y avait pas trop de questions sur les relations justement avec les bénévoles. On l'a abordé avec les équipes intégrées. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a des À questions fin, dessus, ouais. mais il n'y a pas de questions spécifiques sur. Considérez-vous, on voit les relations entre associations et salariés. Est-ce qu'il y avait des questions spécifiques sur bénévoles? Non, il y avait des questions quand même. Reviens un peu en arrière, Jérôme. C'était surtout sur les équipes intégrées. Non, mais il y en avait une là. Celle d'après. Le travail en équipe intégrée permet le développement de mon portefeuille. Le travail en équipe intégrée permet de développer mes compétences. C'est vrai que on aurait pu aller plus loin, mais enfin, c'est un sujet qui a été aussi un peu abordé. Et du coup, le deuxième volet de ça, c'est donc, voilà, on a vu ce que pensaient les salariés. Maintenant, on va essayer de voir ce que pensent. Donc, c'était qui? C'est Camille et Alain, c'est ça, sur la photo? C'est la rémunération qui pêche chez les bénévoles. Alors, enquête bénévole. Donc, enquête bénévole, pareil. Donc, enquête à destination des bénévoles de l'ADI, menée de front ou en parallèle avec la satisfaction professionnelle auprès des salariés, avec des ambitions qui sont de connaître les motivations, les satisfactions, les attentes, etc. Donc, administré via un petit questionnaire en ligne qui est sorti au mois de novembre. Il y avait un mois pour répondre, 13 novembre, 11 décembre. Alors, le taux de participation par rapport aux enquêtes est relativement stable. 700 réponses, dont 652 complètes, et 54% de participation. Vous voyez ici, en bleu, le pourcentage de bénévoles par rapport au poids et le pourcentage de répondants de l'enquête. Donc, vous voyez qu'en bleu, on pèse assez lourd sur les effectifs de bénévoles sur l'ensemble de la France. Et puis, finalement, un taux de réponse aussi qui n'est pas neutre. Alors, première affirmation, c'était que les trois principales raisons de l'engagement des bénévoles à l'ADI sont contribuer à l'insertion économique des personnes en situation de précarité, favoriser la création d'entreprises, conserver une utilité sociale. Donc, on a classé les items. Donc,
Les bénévoles qui apprécient de s'investir à l'ADI, ce sont alors les raisons par ordre d'importance. Donc la première, c'est l'implication sociétale. La deuxième, c'est la relation avec les clients. La troisième, c'est le soutien à l'entrepreneuriat, le respect de chaque individu et la convivialité. Donc en fait, vous venez pour faire du sérieux, quoi. Alors, le niveau de satisfaction est stable, parce qu'on ne va pas forcément dire que les 0,2 points d'écart sont significatifs. Vous êtes plus de 30% à mettre 8 sur 10. Donc si je reprends 32 plus 12, si je prends 8 comme repère, ça me fait 32 plus 12, ça nous fait 44. 44 plus 9, 55%. Ils sont plutôt très très satisfaits de leur action à l'ADI. Après, ce qui est moins étonnant, c'est qu'effectivement, très peu de gens sont peu satisfaits pour une raison simple, c'est que quand on est bénévole et pas satisfait, on ne reste pas. Ça me semble un peu logique, mais on voit bien quand même que sur les items 7, 8, il y a une très forte adhésion. Alors, ça répond peut-être un peu aux questions que tu soulevais là, Jean-Christophe, dans l'autre sens, c'est qu'est-ce que les bénévoles pensent des relations avec les salariés. Donc pour 96% des bénévoles, les échanges avec les salariés se passent plutôt bien. Vous n'êtes que 4% à penser que franchement, ça ne va pas du tout. Et 92% à penser que la collaboration avec les salariés est efficace. Donc ce qu'il faudrait améliorer, c'est un petit peu dans les items, un peu les questions libres, c'est association au plan d'action, action commune avec les salariés et moment de convivialité. Alors, 84% des bénévoles, le travail en équipe intégrée permet de développer les missions de l'ADI. Plutôt non, et non, c'est 16%. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Oui, Marie-Claude. Ton micro, s'il te plaît. Ah, ça y est. Oui, je trouve que ça pose question qu'il n'y ait que 54% de gens qui répondent et il faudrait peut-être aussi revoir cette question-là, parce qu'il y a sans doute une raison pour que les gens ne répondent pas. Ouais. Tout à fait. Non, je pense que effectivement, c'est un sujet à poser. Non, moi, enfin, oui, je pense que ça me semblerait un point important. D'autres réactions ? Jean-Marc, on était en train de dire que si on veut avoir plus de réponses, et pour relayer ce que tu disais, c'est qu'il faudrait certainement plus d'incitation à la fois de la direction et puis le relais ensuite par les DT pour le dire, attention, n'oubliez pas de répondre à l'enquête parce que, bon, on reçoit quand même un certain nombre de mails et on peut passer à côté. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on améliore pas mal notre communication interne quand on a ce type d'enquête pour bien s'assurer que les gens ont bien l'information. Après, libre à eux d'y répondre ou pas y répondre. Mais ce que toi tu dis, c'est qu'il y a seulement des gens qui n'ont pas vu passer le truc et puis point à la ligne. C'est pas qu'ils ne voulaient pas y répondre, mais c'est qu'ils ne l'ont pas vu passer. Il y a aussi qu'il faudra envoyer le retour de ça, parce que les gens y verront aussi cette question. Ouais. Là, le retour, il est dans les réunions RRB. On a accès aux réunions sur l'intranet. Bon, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais il faut y aller. Je pense que, je vérifierai, mais à mon avis, Magadi va se faire l'écho de ce type. Hein, le magazine que vous recevez va se faire l'écho, même si c'est peut-être déjà sur ce numéro-là, pour effectivement que vous puissiez avoir ce retour. Alors, la situation au niveau national, l'enquête bénévole, donc peut-être un petit problème de parité, 71% d'hommes, 29% de femmes, avec une grosse majorité donc, de gens qui sont plutôt
de jeunes retraités, puisqu'on est sur des publics 80% ont 60 ans et plus. Donc là, il y a peut-être effectivement d'autres formes d'engagement à retrouver pour voir comment... ce qui est assez paradoxal, c'est que en termes de nos clients entrepreneurs, même si on n'a pas 50% de femmes qui sont créatrices et 50% d'hommes, on a un pourcentage de créatrices qui est supérieur à la moyenne nationale. On doit être à 38 ou 40%, je pense. Et finalement, dans les équipes de bénévoles, on n'arrive pas à retraduire cette parité. C'est peut-être des efforts, des idées qu'il faut qu'on creuse là-dessus. Et puis comment on peut aussi associer des personnes plus jeunes en vie active sur des actions de bénévolat à l'ADI qui n'ont pas forcément la même forme que l'engagement que peut prendre quelqu'un qui est un jeune retraité. Voilà. 45% des répondants, ça faisait plus de 3 ans qu'ils étaient à l'ADI. Et on a une durée d'engagement bénévole qui est un peu... Alors, c'est difficile d'interpréter ces données parce que on pourrait penser qu'il est sur les plus de 3 ans, on a vraiment un noyau de fidèles, quoi. Et puis après, sur les autres, faut voir un peu moins. Bon, ce qui est encourageant, c'est que les cohortes de personnes qui sont là au moins 1 an est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas des bénévoles qui viennent nous voir, qui n'y retrouvent pas leur compte et qui s'en vont dans moins d'1 an après être venus. Donc je pense que ça, c'est quand même un sujet pour nous de satisfaction. Voilà. L'origine des bénévoles. Comment les gens ont connu l'ADI. Alors là, c'est un peu un appel au peuple, parce que quand on voit que 42% des bénévoles sont venus parce que ils avaient un autre bénévole, quelqu'un qui était déjà engagé, et qu'ils ont dit pourquoi tu ne viens pas rejoindre l'ADI, c'est quand même notre plus grosse mode de recrutement. Comme un peu pour les clients, oui, j'allais dire en comparaison avec les clients. Et donc je pense que là, il y a peut-être effectivement certainement des choses à travailler, là où on a besoin effectivement d'étoffer les équipes. C'est quand même la plus grosse, la plus grosse recrutement. Les 11% des autres associations, ce sont souvent, des cas par exemple d'associations, je pense aux associations qui style Agir, EG, où en fait ce sont des jeunes retraités qui s'impliquent dans ces associations-là et qui, dans le cadre de ces associations, sont mises en relation avec l'ADI, et les personnes continuent à l'ADI tout en restant, ou pas d'ailleurs, dans leur réseau de jeunes retraités, mais en tout cas en tant que bénévole à l'ADI. Ouais, vas-y. Du coup, quand je vois ça, moi je me dis qu'au mois de septembre, on n'a peut-être pas intérêt de faire des journées d'engagement solidaire, des journées portes ouvertes, mais peut-être tout simplement de demander à chacun des bénévoles présents dans l'assaut de venir avec un ami. Faut trouver une contrainte, je ne sais pas laquelle. Hein, quoi ? Ouais, oui, voilà, ou un apéro bénévole, mais du coup les bénévoles engagés ne peuvent venir qu'avec un ami. Non, parce que c'est vrai que on passe quand même du temps sur les journées d'engagement, les journées de recrutement de bénévoles, et on voit que c'est clairement, ça vient clairement pas de là. Alors après, si on cumule journée de recrutement plus les médias, plus ça fait quand même une petite partie, mais il y a peut-être plus ce vivier-là. Enfin, je suis d'accord avec cette analyse. Ouais. Oui, ça peut être effectivement ce système-là. Alors, après. 63% donc des bénévoles effectuent leur mission principalement en agence, 20% chez des clients, des partenaires ou dans les forums, et 17% le font de chez eux. Donc, le temps consacré est en moyenne de 32 jours par an. Il était de 37,76 en 2014, mais le mode de calcul n'est pas le même. Et en fait, pratiquement 20% des bénévoles sont prêts à passer plus de temps à l'ADI, avec en moyenne donc de 42 jours de plus par mois.
Les missions. Alors les missions, c'est intéressant parce que ce qui est intéressant sur les missions, c'est que historiquement, les bénévoles, il y avait d'un côté, les bénévoles font l'accompagnement, de l'autre côté, les conseillers font le crédit. C'était assez, le partage des tâches était assez clairement établi. Nous, depuis de nombreuses années, grâce notamment à ce qui se passait en Poitou-Charentes, quand les deux directions régionales ont fusionné, on s'est très vite imprégné de ce qui se faisait en Poitou-Charentes pour développer cet accompagnement. Et puis, lors du dernier plan stratégique, on a évolué en passant vers une notion de ce qu'on appelle d'équipe intégrée, en considérant qu'effectivement, il y avait une palette d'activités sur un territoire et que le conseiller était plus là à avoir, bien sûr, une fonction opérationnelle, mais une fonction aussi d'organisation de différentes missions et de voir un peu comment on pouvait diversifier ces missions. Et on voit que donc en 3 ans, finalement, l'accompagnement qu'occupait 100% des bénévoles, finalement aujourd'hui représente un tout petit peu moins de la moitié. Donc ça me semble comme un point important. L'instruction et le recouvrement qui représentent 7%, alors ça c'est aussi quelque chose d'assez nouveau, mais ça veut dire donc des bénévoles qui font de l'instruction aujourd'hui, essentiellement de l'instruction de microcrédit social, microcrédit pour l'emploi salarié, est une composante qui monte et qui permet effectivement de répondre à la demande. Enfin, très clairement, il y a des portefeuilles aujourd'hui, si effectivement il n'y avait pas une équipe intégrée, on aurait beaucoup de portefeuilles, de plus en plus de portefeuilles qui n'arriveraient pas à satisfaire la demande au niveau auquel ils le font aujourd'hui. Voilà, l'animation de formation, 8%. Alors, je pense, on va creuser, mais je pense que ça cible essentiellement Créa Jeunes et puis AMB, où ce sont les bénévoles qui animent des formations. Alors, je ne dis pas que ça ne se passe pas ailleurs dans d'autres circonstances, mais oui, les formations Canvas, mais c'est quand même essentiellement Créa Jeunes. Ah. Alors, oui, il va falloir avoir les deux camemberts superposés, en fait, enfin, juxtaposés. Donc, enquête bénévole, donc l'appétence des bénévoles. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'appétence pour les bénévoles de faire de l'accompagnement est aujourd'hui plus réduite que la part d'accompagnement qu'ils réalisent réellement. Et c'est intéressant parce qu'il y avait quand même une grosse inquiétude sur les conseillers qui était de dire, mais les bénévoles, si on ne leur donne pas d'accompagnement à faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment on va s'organiser, comment on va gérer les choses. Donc, il y a quand même un point important. L'autre point important, il faudrait regarder sur représentation prospection, qu'est-ce que ça représentait. Alors, 8, 18 et 18, donc on est pile poil dans les choses. Instruction, il y a quand même pratiquement 10% des gens qui auraient de l'appétence pour faire l'instruction ou de recouvrement, alors qu'en point de vue opérationnel, ils sont 7%. Donc on voit bien qu'on a des marges de manœuvre pour rendre nos équipes opérationnelles un peu plus diversifiées. Alors, avez-vous facilement accès aux formations proposées? Donc je pense que Stéphane va être content, à moins qu'il dorme. Puisque c'est bon, c'est Stéphane qui anime le centre régional de formation. 90% des gens pensent plutôt que oui, et presque 90% estiment que c'était plutôt adapté à leurs besoins. Voilà. L'information est-elle facilement disponible? Pareil, si je prends les tout à fait d'accord ou plutôt d'accord, on dépasse les 87%. Donc, j'estime qu'effectivement, aujourd'hui, les outils qu'on met en place, hein, notamment l'intranet, je fais juste un petit aparté sur l'intranet régional. Quand vous voyez sur l'intranet, on a développé pas mal de choses et pas mal d'outils sur les pages régionales de la direction SOAT. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, les bénévoles lisent régulièrement. Le Magadi, 1 sur 2. Sur 2 qui ont répondu. Les emails envoyés par les directions sièges.
Voilà, 8 sur 10. Et l'accès à l'intranet, finalement, 32%. Donc, voilà, sachez que c'est pour ça que ce petit retour sur l'intranet, il n'est pas forcément inutile. Dans les conclusions, donc, davantage de retours aux bénévoles sur leur mission, une meilleure association au plan d'action, les temps de convivialité, et puis des recommandations à faire qui ont été reprises dans le module animer une équipe de bénévoles dans la formation initiale des conseillers. Voilà pour la partie un peu introspective de qui on est, comment on se sent. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des interrogations ? Je vais encore poser une question, c'est pour ne pas m'endormir. Ça c'était l'enquête au niveau national. Tu as du détail au niveau régional? Non. Parce qu'il y a des disparités. On voyait que là, au niveau national, ils font tout en antenne. Je peux te dire que j'ai aucun bénévole quasiment en antenne. J'ai peut-être 2 bénévoles qui viennent de temps en temps sur 15. Ouais. Donc effectivement, il y a peut-être des disparités au niveau régional. Ça serait peut-être intéressant pour toi de les récupérer. Alors, on peut regarder les résultats ou voir quand est-ce qu'aura lieu la prochaine enquête et essayer d'avoir des résultats en live plus différenciés sur la région, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres questions aussi où on aurait certainement des réponses différentes. Après, le travail en antenne, alors toi, ils sont peu nombreux, alors ils vont peut-être être de plus en plus nombreux puisque vous venez de déménager dans une antenne grand luxe à Dax, et ça fait partie notamment, on le verra. Quoi ? C'est carrément du luxe. Tu as même l'auditeur interne avec toi. Alors, mais plus sérieusement, effectivement, c'est la façon dont sont aménagées les antennes conditionne aussi les conditions d'accueil et de travail des bénévoles. Et ça, c'est aussi une démarche qu'on a entreprise depuis plusieurs années qui va se poursuivre, de pouvoir reformater et retailler des antennes qui permettent aussi aux bénévoles d'avoir leur espace de travail et leur espace de rencontre. Voilà, d'autres remarques ? Bien. Deuxième partie, où là, c'est vous qui allez bosser. Donc, le plan stratégique régional. Alors, je vous remets pour mémoire la vue que nous a brillamment commenté Thomas ce matin, avec les 7 leviers. Alors, voilà, la façon dont on a travaillé, c'est que le plan stratégique dure 3 ans, on ne mobilisera pas 7 leviers la première année et rien d'autre les autres années. Alors, on a commencé notre réflexion au niveau de la direction régionale pour cibler un certain nombre d'actions. C'est ces actions-là qu'on va vous présenter, et qui sont des actions qui sont plus au niveau, non pas des territoires, mais au niveau de la direction régionale. Alors uniquement deuxième phrase, il y a une faute d'orthographe. Donc, développer l'expertise locale sur le digital, ça nous semble vraiment très très important. C'est ce qu'on a commencé à faire, notamment avec Manon, mais sur la présence sur les réseaux sociaux, de pouvoir être très très présent avec des bons résultats. On a eu des pages Facebook qui ont eu des scores assez impressionnants. Accompagner dans les territoires la recherche de nouvelles cibles, de nouveaux types de publics. C'est ce qu'on essaye de voir avec notamment les migrants. S'ouvrir à de nouveaux canaux de distribution, d'où l'intérêt de personnes de FinTech, les réseaux de l'ESS, l'éco collaboratif. Donc ça, c'est des impulsions que nous, on souhaite accompagner dans les territoires, si les territoires souhaitent les reprendre. Professionnaliser la décision du comité. Donc on est en train de passer, de migrer de comité territorial vers un seul comité régional. Le programme Je deviens entrepreneur, qui était quand même une grosse, pour nous, pas une grosse opportunité, mais quand même une grosse reconnaissance, parce que c'est la première fois qu'on a une formation qui nous donne, c'est pas un diplôme, c'est une capacité, mais qui ouvre un certain nombre de droits, et c'est donc une reconnaissance très très importante. Je le pense qu'effectivement, il faut qu'on s'en serve comme un véritable levier pour développer l'accompagnement collectif. Ce qui nous semble plus important aussi dans l'organisation plus agile, c'est achever le déploiement des équipes intégrées. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, il
il y a toujours effectivement des entrées-sorties, mais il y a des territoires sur lesquels les équipes sont moins développées et qui sont en cours de développement. Je pense au Limousin notamment. Donc il y a cet achèvement à faire. Et puis, lié à ça, pour pouvoir faire travailler les équipes dans de bonnes conditions, c'est améliorer les conditions d'accueil dans les antennes, aussi bien pour le public que pour les gens qui viennent y travailler. Et ça, c'est des choses qu'on a concrètement commencé à faire dès 2017. Alors, 2017, on pourrait parler de l'antenne de Talence, de Saintes, Pau, je ne sais pas, c'était juin peut-être 2016 ? Fin juillet. Là, on espère la semaine prochaine ouvrir à Limoges. D'ici 8-10 jours, c'est Limoges. Donc, voir un peu, partout où c'est possible, de voir comment on améliore les conditions, remplacer le mobilier qui commence à devenir un peu obsolète. Je pense à des mobiliers comme à Lormont, comme à Angoulême, comme à peut-être Saint-Astier. Enfin, voir là où on peut un peu faire un peu de rénovation. Et puis, renforcer le modèle économique. La priorité de cette année, c'est plutôt d'être effectivement sur le marketage d'une offre pour les conseils départementaux. Les conseils départementaux, ils ont une problématique qui est effectivement comment faire sortir les gens du RSA et essayer de pouvoir leur montrer et être introduit en action concrète qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent répondre à cette problématique. Et puis toujours continuer à mieux maîtriser le risque parce qu'effectivement, le remboursement des prêts, c'est mieux les prêts se remboursent, mieux notre compte d'exploitation se porte. Donc là, c'est un petit peu les axes un peu prioritaires de cette année au niveau de la direction régionale. Pour le reste, par rapport aux discussions qu'on a eues, il nous a semblé qu'il y avait 6 thèmes sur lesquels on souhaite que vous puissiez remplir une fiche action, que vous allez pouvoir travailler pour qu'on puisse effectivement aller dans la construction plus fine des plans d'action dans les territoires. Alors, dans ces 6 ateliers, il y a un premier qui est donc mené par Aurélien, qui est l'utilisation des réseaux sociaux. Les équipes sont faites après. Enfin, les équipes sont faites. Donc, c'est comment on utilise les réseaux sociaux en matière de prospection, de meilleure connaissance de l'ADI. Un autre sujet qui nous a semblé aussi important, c'est intensifier toute l'activité microcrédit pour l'emploi salarié. Développer le collectif en amont, donc toutes les opérations d'accompagnement collectif. On a sorti volontairement AMB et Créa Jeunes, qui sont des formations plutôt longues, mais plutôt comment on peut mettre en place, suite à des actions d'information, des ateliers Canvas, des demi-journées ou des journées sur ce type de sujet. Créer une véritable communauté ADI, un peu à l'instar de ce que nous a présenté Héloïse et Farid ce matin. Et puis, développement sur les partenariats privés. Voilà 6 sujets. Le principe, c'est de pouvoir en remplir une fiche action. Alors, la fiche action, elle est assez simple. Je l'ai là. C'est donc, dans un premier temps, dans chaque groupe, qu'il y ait un petit recensement qui se fasse sur les bonnes pratiques, sur ce qui se fait déjà. Après, travailler sur, dans les bonnes pratiques qui sont détectées, celles qui peuvent être transposables sur les autres territoires et comment. Et puis les 2 autres items, c'est tout simplement l'émergence de nouvelles idées et puis les écueils et les points de vigilance pour que ça se passe bien et que ça se mette plutôt correctement en place. Du coup, on a les groupes. Attention. Alors. Ah, ça commence. Bien, du coup, je souhaiterais que les groupes, est-ce que je peux déjà récupérer les fiches d'atelier? Je vais les reprendre comme ça. Bon, tu les tapes, ok. Ok. Alors, donc, juste pour terminer, donc je compte très fermement sur les responsables d'atelier pour récupérer les fiches d'atelier.
C'est Thomas qui... Ouais, c'est Thomas, ouais. Bien. Écoutez, on arrive à la dernière phase de notre assemblée régionale. C'est bon. Merci, approuvé. Alors, ouais, pour une fois, ouais. Alors, juste d'abord, plusieurs points. Tu as des choses à dire, Jérôme? Comme tu veux. On verra. Ouais. Juste ceux qui peuvent rester juste 5 minutes à la fin pour qu'on fasse des photos de groupe, me souffle Jérôme, ça serait pas mal. Alors, non, juste d'abord, dire en quoi et pourquoi cette assemblée régionale annuelle est importante. Elle est importante parce que je pense que on est une association et je pense que des temps de regroupement entre salariés et bénévoles pour faire un peu le point et la prospective, ce sont vraiment des éléments importants. Et puis aussi pouvoir montrer à nos partenaires que finalement, l'ADI, ce n'est pas que des chiffres, mais c'est aussi des gens qui sont tous les jours sur le terrain et qui s'engagent. Donc je crois que ça, c'est aussi un élément très très important. C'est pour ça que je voulais vous remercier d'être venu à cette assemblée régionale. Je voudrais aussi tirer un grand coup de chapeau au pôle support qui a mené la logistique de cette opération, je dirais comme d'habitude, avec brio. Alors, bravo. Je crois que là, toute l'équipe s'y est mise et on a vraiment eu un résultat vraiment qui correspondait à nos attentes. Et puis avant de conclure, je voulais aussi remercier Laure qui est venue dire, voilà, un petit peu... Alors, quelques impressions, un petit mot. Non, mais j'essayais de recompter avec Estelle la dernière fois où j'étais venue en Aquitaine, donc mis à part pour aller voir Estelle à Angoulême, et je pense que ça faisait bien 7-8 ans, je pense, que je n'étais pas descendue. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'avoir pu partager cette journée avec vous, d'avoir vu tous ces témoignages ce matin des actions menées sur les territoires, avec à chaque fois en plus la mise en avant justement des équipes intégrées, salariés et bénévoles, et ça c'était très riche. Les 2 séquences d'ouverture aussi ce matin que je trouvais vraiment enthousiasmantes et intéressantes et qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir justement dans des contextes comme ça de rassemblement. Donc, bon, en tout cas, moi j'ai passé une très très bonne journée en votre compagnie et je vous remercie pour cette très belle assemblée régionale. Merci. Moi je crois effectivement, je crois qu'on a beaucoup d'enseignements à tirer de cette journée. D'abord, le premier c'est d'abord, c'est de voir avec satisfaction qu'on est toujours aussi enthousiaste autour du projet de l'ADI. Moi, je pense que ça fait aussi plaisir. Une coopération bénévole-salarié qui est plutôt réussie. Moi, je pense que ça aussi, c'est quand même un des points d'actifs importants qu'on peut compter à notre palmarès ou à notre actif. Je crois que c'est même un peu notre marque de fabrique. Il y a quelque part une espèce de marque de fabrique d'arriver à combiner ce travail de salariés et de bénévoles autour de l'accompagnement de micro-projets. On a eu, alors j'espère qu'elle se concrétisera et je ferai tout pour, mais une très belle annonce en début de matinée par le vice-président de la région qui a laissé entrevoir l'arrivée d'un dispositif de prime pour les créateurs, donc notamment alors pour les anciens d'Aquitaine, une espèce de renouveau de l'ADES, donc l'aide aux demandeurs d'emploi. Pour le Poitou-Charentes, espèce de BRDE revue et corrigée. En tout cas, une excellente nouvelle parce que le dispositif de subvention qu'a mis en place la région est particulièrement inadapté à nos publics et qui ont un gros handicap au démarrage, c'est qu'ils ne disposent pas de fonds propres et qu'aujourd'hui, les dispositifs de fonds propres, il n'en existe quasiment plus. Donc je pense que ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Dans les autres nouvelles en off que m'a confié Béatrice Gillot juste en début de séance, donc la région est en discussion avec la Caisse des dépôts pour négocier des enveloppes de prêts d'honneur.
Alors, je préviens tout de suite, parce qu'il y a des bruits qui courent dans le nord de la région, notamment, ce n'est pas le retour de Nacre. Ce sont en fait des enveloppes de prêts d'honneur qui seraient adossées au dispositif que finance la région. C'est-à-dire notamment dans le cadre de l'appel à projet, sur lequel on a répondu et sur lequel il ne reste plus qu'une dernière étape, mais notre dossier passe à la commission permanente de la semaine prochaine, avec donc un financement à hauteur de 430 000 €, ce qui est quand même assez conséquent et qui correspond à ce qu'on avait demandé. Et c'est sur cet accompagnement qu'on doit faire dans le cadre de cet appel à projet que pourront venir s'adosser des dispositifs de prêt d'honneur. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Il faut voir comment s'oriente cette réglementation, mais si ça peut nous aider à regonfler nos enveloppes de prêt d'honneur qui sont plus à sec, disons-le clairement. Et ce n'est pas le retour d'un dispositif de la complexité du dispositif NACRE. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que finalement, on a cette espèce de confiance renouvelée de la part de l'institution sur le travail qu'on fait, le travail de terrain. Et moi, je pense qu'on ne doit pas s'endormir, mais on a cette reconnaissance, ce métier qui a cette particularité où je pense qu'on est assez atypique dans le paysage aquitain, dans le paysage néo-aquitain, et je pense qu'il faut qu'on le garde. Et puis, des champs nouveaux à explorer. Je crois que là, effectivement, ce que nous ont montré les étudiants de Sciences Po, ce que nous a montré Guillaume Olivier sur les fintechs, bien sûr qu'on ne va pas le reprendre demain en faisant un copier-coller, c'est impossible, mais ça doit nous inspirer pour, effectivement, la suite et la façon dont on travaille. Et c'est pour ça que, bon, on marche vers les 30 ans, les 30 ans de l'ADI, fin du mois. Ça commence à être un certain âge, mais je crois qu'on a prouvé sur les 30 premières années qu'on savait garder cette agilité pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir aspirer aux grandes mutations économiques qu'on traverse. Et je pense que, du coup, cette étape, on peut la franchir avec sérénité pour pouvoir toujours, je dirais, avoir cette posture militante et de rester une force de proposition qui est crédible. Et on est une force de proposition qui est crédible parce que, à côté de ça, on agit. Et je pense qu'effectivement, pouvoir marcher sur deux pieds, c'est l'action et après être la force de proposition. Je crois que de ce côté-là, il faut qu'on garde ça, qu'on a su le garder. Je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter à savoir déranger. On a besoin de déranger pour ouvrir cette initiative à tous. Et je crois que là-dessus, je crois que collectivement, on est prêt à relever ce défi. Donc, je vous remercie encore et puis je vous dis à très bientôt dans les territoires, aux 30 ans de l'ADI, etc. Merci à tous.